l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présenté par Keun. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Synthé Night Club en collaboration avec Active. Ce soir, un épisode un petit peu particulier puisque vous le savez, c'est la trêve internationale, donc l'équipe A n'a pas joué ce week-end et c'était le bon moment du coup pour en profiter, pour faire un focus sur la formation de l'AS Saint-Etienne. Ce soir, on est donc en compagnie de Green Prospect, donc, qui est représenté par Eric et qui est représenté par Sylvain. Bonsoir messieurs, bonsoir Sylvain. Salut. Ça va ? Écoute, ça va pas mal. La formation se porte très bien avec les résultats de ce week-end. Très bien, on va le voir justement tout à l'heure. Et du coup, on est aussi en compagnie de Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez aussi bien que nos équipes de jeunes depuis le début de saison. Parce que c'est vrai que c'est un parcours quasi parfait pour tout le monde, donc j'espère que ça va aussi bien dans vos vies. Ben ouais, c'est sûr que si on est supporter de l'AS Saint-Etienne en ce moment, il vaut mieux regarder les équipes de jeunes que l'équipe A. On est en compagnie évidemment également de Kevin qui va être le relais du chat ce soir encore. Si vous avez des questions à faire remonter ou des avis pertinents, bien sûr, je n'en doute pas, eh bien vous pouvez écrire dans le chat et il sera là pour le faire remonter. Bonsoir Kevin. Salut, bonsoir à tous. Que des avis pertinents, de toute façon, sur ce chat. Maintenant, il n'y a que des habitués, des gens civilisés et éduqués et instruits. Quoi. J'ai pas souvenir d'avoir déjà vu un avis impertinent. Enfin, si, impertinent, si, mais pas pertinent. J'ai pas souvenir. Non, mais on fait pas d'émission sur l'Olympique Lyonnais, donc du coup, ça devrait aller là-dessus. Du coup, ça va, on a des supporters de qualité. Et on est ce soir également en compagnie de Jordan Galtier qui est avec nous, qui est donc coach adjoint à l'AC Ajaccio en Ligue 2, qui est en formation actuellement pour passer son BEFF, le brevet d'entraîneur de formateur de football. Il a aussi été footballeur pro, notamment à Arles-Avignon où il a joué en Ligue 2. Il est aussi le fils de Christophe Galtier, ce qui lui fait donc un lien évident avec l'AS Saint-Etienne. Bonsoir Jordan. Bonsoir tout le monde, très heureux d'être parmi vous, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoute, ça a l'air d'aller à peu près pour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. J'en profite, vu que tu travailles à l'AC Ajaccio, je fais une mini parenthèse pour vous conseiller la chaîne YouTube de Loïc Durand, qui est un supporter de l'AC Ajaccio et qui vlogue tous ses déplacements. Il fait tous les déplacements de l'AC Ajaccio. Et quand on aime le supporterisme, quand on aime le beau football, eh ben c'est toujours hyper agréable à voir. Et il vient de sortir une vidéo de 40 minutes là où il retrace un an de déplacement. Je vous encourage à aller jeter un œil. Déjà, avant de commencer à parler de la formation, Jordan, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton lien avec Saint-Etienne, comment l'expérience de ton père a pu impacter toi, ta vie d'adulte et du coup quel lien tu as en particulier avec ce club? C'est vrai que le passage de mon père à Saint-Étienne a fortement impacté ma vie et même la vie de mes proches parce que il a commencé à être numéro 1, j'avais 18 ou 19 ans, moi j'étais avec la réserve des Girondins de Bordeaux, c'était pas quelque chose qui était prévu, bon voilà, les circonstances ont fait qu'il a pris la suite d'Alain, et puis moi c'était quand même un club que je rencontrais dans les catégories de jeunes quand j'étais au centre de formation de la Auxerre, et c'était toujours un club très particulier quand on le rencontrait. Il y avait souvent des supporters, donc voilà, j'avais une image assez populaire du club, mais je le connaissais pas en profondeur, Ouais. et les 8 ou 9 années que mon père a passé à Saint-Etienne m'ont permis de rentrer vraiment au cœur de ce club et dans les coulisses. Et pour être très honnête, j'en garde d'excellents souvenirs. À chaque fois que j'y suis allé, j'étais très très bien reçu, soit par les gens du club, soit par les supporters. Et j'ai toujours énormément d'affection pour le club, pour l'équipe première et pour le centre de formation. Eh ben, on peut peut-être espérer te voir un jour sur le banc d'une des équipes de Saint-Etienne. C'est quelque chose que tu envisages à terme ou pas? C'est pas quelque chose que je prévois. Moi, mon parcours comment dire, je l'ai pas programmé, donc il faut jamais dire jamais dans le football. En tout cas, ce moment, je suis dans un projet qui me convient parfaitement. J'ai jamais eu l'occasion de travailler pour la SSE. J'ai joué contre la SSE, que ce soit joueur ou éducateur. Maintenant, je leur souhaite d'avoir des éducateurs bien plus compétents que moi et ce qu'ils ont déjà dans toutes leurs catégories.
Et juste, je me permets du coup, j'ai dit pendant l'intro que tu étais en formation pour passer ton BEFF. T'en es où exactement dans la formation? La formation du BEFF, elle se déroule sur 2 saisons. Ouais, Donc on vient d'entamer la deuxième saison qui est bien partie. J'y retourne dimanche. Donc une semaine, du lundi au vendredi. Et derrière cela, il me restera une semaine de formation plus une semaine de certification au mois de mars. ok. Donc voilà, c'est quand même 18 mois extrêmement lourds. Lourds en termes de charge de travail, Ouais. qui nous tarde de terminer. Bon, bah, t'as fait plus de la moitié du coup. A Ouais, priori. c'est ce que je me dis, ouais. Ouais. T'es sur le bon chemin. Eh bien écoutez messieurs, je vous propose qu'on aille de ce côté-là pour commencer à parler des équipes de jeunes. On va commencer par un petit tour d'horizon, puisque les équipes de jeunes qui vont nous intéresser particulièrement ce soir, ce sera l'équipe réserve, qui n'est pas vraiment une équipe de jeunes, mais qu'on va intégrer dans équipe de jeunes, les U19 et les U17. Et je vais commencer par donner la parole à Eric. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'état de la réserve actuellement? Alors la réserve actuellement elle est deuxième de son groupe en N3, ce qui était pas trop prévu. Enfin, Neder avait un discours assez humble en début de saison en disant que la montée était pas forcément prévue parce qu'il a dû reconstruire un groupe. Là actuellement ils sont deuxième de leur groupe avec 14 points en 7 journées. Euh, Entre août et septembre, sur les quatre premiers matchs de la saison, ça a été assez compliqué. Ils ont fait une victoire, un nul et deux défaites. Ils se sont retrouvés assez bas dans la deuxième partie de tableau. Et Tu, après tu, ça, ils tu se sont l'expliques repris. comment le mauvais début de saison? Et bah, comme je le disais, ils ont dû refaire un groupe. Enfin, Razik Neder a dû refaire un travail colossal pour se refaire un groupe avec les générations 2001 et 2000 et 2002 qui restent, ceux dont les contrats ont été prolongés. C'est des joueurs qui ont pas tellement l'habitude de jouer ensemble. On peut voir par exemple la défense qui est totalement remaniée. On se retrouve avec un Ghezali, défenseur gauche. Enfin, Et oui, ouais, parce c'est que c'est une défense avant la charnière c'était Sonadé, et du coup maintenant vu qu'ils sont montés... Oui, c'est ça. Ouais. Nadé ne joue quasiment plus en réserve. Chiboisbois joue beaucoup moins depuis quelques temps. Enfin, voilà, on se retrouve avec une équipe qui est vraiment inédite, on va dire. À part le milieu de terrain qui bouge pas. Enfin, en fait, les deux lignes qui bougent pas trop, c'est quand même le milieu de terrain et l'attaque. Et c'est là où l'équipe réserve est le plus en facilité. On voit quand même pas mal d'automatismes et c'est ce qui fait qu'ils ont réussi à se reprendre après. On reste quand même avec une défense qui est assez borderline. Alors pour ce qui est des Après, résultats récents de la réserve, le match de ce week-end qui devait être contre Limonest a été annulé pour conditions climatiques, mais le dernier match de la réserve, c'était une victoire contre Vaux-en-Velin 2 buts à 1 avec un but de Yanis Léry et un but contre son camp de Vaux-en-Velin. On... Petit... Ouais, juste, si, dis-moi si je peux Sylvain. me permettre de rebondir, en fait, ce week-end, ça a été annulé parce que Limonest jouait en Coupe de France contre Auxerre, Ah, donc Ouais. il pouvait pas à la fois jouer en Coupe de France ok. et en championnat, malheureusement. Et juste, ouais, la réserve, c'est vraiment un laboratoire, c'est vraiment le laboratoire de l'équipe professionnelle. D'autant plus depuis que Claude Puel est arrivé, il essaye beaucoup de jeunes. On a vu beaucoup de jeunes monter et avoir du temps de jeu avec l'équipe première. Voilà, c'est vraiment, je trouve le terme de laboratoire, il est vraiment bien parce qu'il définit réellement l'état des choses, quoi. En Euh, plus, ouais, ce qu'il vas-y. faut pas oublier, c'est que là, en théorie, la génération qui était censée arriver en équipe réserve, c'était la génération de 2003. Sauf qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de non-prolongations dans les contrats en 2003. Donc on se retrouve avec des joueurs qui, malgré leur expérience supérieure, c'est-à-dire les 2001, les 2002, c'est des joueurs qui, voilà, qui commencent à avoir plusieurs années en réserve, qui progressent pas forcément. Et là, on voit quelques 2004 qui commencent à arriver, voire des 2005 avec Aiki. Donc oui, voilà, comme le disait Sylvain, c'est vraiment un laboratoire. Là, c'est de l'expérimentation, notamment avec les plus jeunes. Et Jordan, je voulais te demander du coup, toi, dans ta vision du coach en tant que numéro 1,
quelle place tu penses que ça a dans le travail d'un entraîneur d'une équipe A, l'observation de la réserve? Est-ce qu'il doit se contenter d'écouter ce que fait remonter le coach de la réserve, ou est-ce qu'au contraire il y a vraiment un rôle d'aller voir les matchs quand c'est possible, de communiquer avec les joueurs qui sont en réserve? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, personnellement, je pense que le métier d'entraîneur de première ou deuxième division est tellement prenant que généralement les numéros 1 n'ont pas le temps de se consacrer à aller voir les matchs de Ouais. réserve ou des jeunes. Malgré cela, il y a des coachs qui le font, des coachs qui le font pas. Mais pour les coachs qui ne le font pas, généralement, ils envoient leur adjoint ou alors quelqu'un du staff. J'ai pas tellement de conviction sur ça. Après, la seule conviction que je peux donner, c'est que soit vous avez la fibre formateur et vous aimez bien aller voir les matchs de jeunes, soit vous ne l'avez pas, auquel cas il ne faut pas y assister. Mais par contre, mettre quelqu'un en place qui a à l'œil et qui a cette fibre-là. Voilà. Donc moi, je connais des entraîneurs qui vont voir tous les matchs de jeunes et j'en connais qui vont pas les voir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas Oui, bien sûr. aux jeunes. Il y a plusieurs manières de faire. On passe Voilà. au U19. Là, on fait des... Excuse-moi, je t'interromps. J'avais une question à poser à Jordan. T'as été coach des U19 d'Ajaccio pendant 2 ans. Et du coup, je voulais te demander qu'est-ce qui est le plus dur dans la transition entre les U19 et la réserve pour les plus jeunes. Ah, alors attends, on ne t'entend plus, Jordan. Je sais pas si vous l'entendez, vous. Allô, Non. vous m'entendez? Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon. C'est revenu. La question, c'était par rapport, quelle est la différence pour les joueurs qui passent de 19 en réserve? Ouais, Ça, par rapport au c'est quoi football leur plus adulte, ouais. grande difficulté quand ils se retrouvent à devoir passer des 19 à la réserve? Je pense que la plus grande difficulté, et pour moi c'est un gros point négatif des championnats amateurs, c'est qu'ils se confrontent maintenant, de nos jours, les joueurs U19 qui jouent dans les catégories N2 ou N3 se confrontent à des semi-professionnels qui ont déjà 5 ou 6, voire 7 ans d'expérience à ce niveau-là, qui s'entraînent autant, voire plus que les jeunes en formation. Plus, peut-être pas, mais autant, et qui sont pratiquement payés pour faire ça. Donc, il y a quand même un niveau d'écart entre les U19 et la Nationale 2 et Nationale 3. Bien évidemment, l'éthique rentre en compte, mais c'est surtout l'expérience que peuvent avoir les gros clubs de National 2 ou National 3, ça c'est indéniable. Et je pense que c'est extrêmement dur pour un club professionnel qui a sa réserve en National 3, National 2. Moi je vois que Saint-Etienne fait jouer pas mal de jeunes dans sa réserve, mais c'est extrêmement dur, je pense, à gérer tous les week-ends. Surtout que les effectifs sont hyper fluctuants, donc ça complique encore plus la tâche. Facile, j'ai entendu dire je vous ai entendu dire qu'il y avait des 2004 ou des 2005 qui jouaient avec la réserve, c'est ça? C'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, c'est des 2005, je crois que c'est U17 ou U16, c'est U17, extrêmement ouais. jeune. Alors, il y a une Extrêmement question jeune et vous vous retrouvez face à... Il y a une question qui vient du chat qui peut être intéressante, je pense. Ouais, c'est ça. Il y a une question qui est intéressante de Mick qui nous dit est-ce que notre non-productivité offensive sur ces 2 dernières saisons, bon, je pense qu'on peut même aller un peu plus loin que 2 dernières saisons, mais est-ce que ça pousserait pas un peu la formation à axer son travail sur le domaine offensif? Et ce que ça sous-entend, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, au détriment de l'aspect défensif. Alors c'est vrai qu'on a régulièrement sorti ces dernières années des joueurs au profil défensif avec Saliba, avec Fofana, on a So, on a Mouefek qui est quand même un profil milieu de terrain, mais il y a très très peu d'attaquants qui sortent. Abi malheureusement il donne pas tellement satisfaction. Ben Kedim et Tormin n'ont jamais réussi à faire le pas du football professionnel. Donc voilà, et je sais que Claude Puel voulait recruter un entraîneur des attaquants pour le centre de formation. Bah, C'est Romain un des Noah, axes. l'année prochaine. Hein. Voilà. Après, les profils qui arrivent, il y a des profils intéressants offensivement, mais on en parlera peut-être un peu plus tard Ouais. des profils intéressants qui peuvent justement être des joueurs offensifs de demain. Et ben justement, on va continuer un petit peu notre tour d'horizon. On va revenir plus en détail après sur des joueurs en particulier. Les U19, Sylvain, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où ils en sont, leurs objectifs, tout ça?
Écoute, ils ont gagné ce week-end après 15 jours de trêve parce que les jeunes étaient en vacances scolaires, donc ils sont aussi rentrés un peu voir leur famille, ce qui n'est pas négligeable pour eux, j'imagine. Et ils ont repris ce week-end avec un choc, le premier contre le deuxième, donc ils se sont déplacés à Toulouse et ils sont allés gagner 1-0 contre Toulouse. Voilà, pour faire un bref résumé, les U19, ça se passe bien. Je pense qu'ils peuvent avoir l'ambition de viser les playoffs en fin de saison. Donc les playoffs, c'est les premiers de chaque poule de U19 qui s'affrontent pour un tournoi parce que il y a plusieurs poules de U19. Vous imaginez bien que c'est sectorisé, Ouais. poule sud-est, poule sud-ouest, poule, etc., etc. Il y en a 4. Et du coup, voilà, je pense qu'ils peuvent avoir de l'ambition par rapport à ça. Voilà, c'est une équipe qui est intéressante, qui est dans sa dernière année de contrat au niveau du centre de formation et qui vit pour la majorité une probable décision à la fin de l'année. Donc j'en profite justement pour poser cette question à Jordan qui, lui, a travaillé avec les U19. Est-ce que être dans sa dernière année de contrat aspirant ou bien en convention, c'est pas difficile à gérer en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que joueur, parce on se sait il y a une décision qui arrive rapidement, quoi. Bah écoute, personnellement, j'ai vécu les deux. J'étais en U18 aussi quand j'étais en fin de contrat et on sait très bien que dès que la saison commence, que il faut vraiment être très bon dès le début de saison. C'est Sinon, sûr, ça ouais. peut être compliqué pour pour le contrat. Maintenant, plus récemment, en tant qu'éducateur, c'est extrêmement dur. Moi, c'est une période de février, mars, avril où les décisions sont annoncées et prises, même si les décisions sont quand même prises plus en amont. Faut pas se voiler la face. C'est une période que j'appréhendais très très mal. Voilà, j'aimais pas du tout les entretiens de la dernière semaine d'avril, puisqu'on on doit dire aux joueurs avant le 30 avril, je crois. Je crois que c'est ça, hein, C'est réglementairement, ça, on ouais. doit le dire Oui, oui, c'est le 30 avant le avril. 30 avril si, s'il est conservé ou pas. Enfin, le dire non, c'est pas obligatoire, mais on doit lui envoyer un courrier. Mais bon, je pense que sur le plan humain, le recevoir, Ouais, c'est la moindre des c'est quand choses. même mieux de s'adresser directement à la personne. Il y a des cas dramatiques, mais bon, c'est comme ça. Non, c'est une période que j'appréciais pas du tout. Il faut trouver les mots, même s'il faut relativiser le mot échec, parce que souvent les joueurs, quand vous leur dites bah, tu t'es pas conservé, ils prennent ça pour un échec. Il faut juste se souvenir qu'il y a seulement 2% des joueurs qui entrent en formation qui signent un contrat professionnel. Oui, c'est Donc qu'une les première étape. 98 autres ne sont pas forcément en situation d'échec. Voilà. Et en tout cas, il faut rebondir derrière. Et c'est pas facile. C'est pas facile pour nous non plus parce que quand on est éducateur U19, on veut que tout aille beaucoup plus vite pour que les gamins progressent et intègrent vite la réserve. Mais des fois, il faut prendre le temps. Et du coup, dans cette décision-là, le coach a beaucoup d'influence par rapport à la décision de prolonger ou non le joueur, ou c'est vraiment une assemblée de personnes qui décident de l'avenir des joueurs? Conseil de discipline. Franchement, je pourrais pas vous dire une vérité parce que je pense que chaque club a son fonctionnement. Un club, l'éducateur de la catégorie n'a pas son mot à dire. Pour d'autres, il a son mot à dire. En tout cas, nous, à Ajaccio, on avait notre mot à dire. Ensuite, bien évidemment que nos supérieurs et nos responsables prennent la décision finale. Mais en tout cas, nous, à Ajaccio, au centre de formation, on se sentait écouté et on se sentait aussi responsable de la décision. Ok. D'accord. Eh bien écoutez messieurs, je vous propose qu'on passe à une petite revue des U17 désormais. Les U17 qui sont ici, qui sont aussi premiers de leur groupe. Est-ce que tu peux nous en dire plus Eric? Euh, je, je vais laisser la parole à Sylvain, Ah on avait Sylvain il connaît organisé mieux? comme ça, c'est lui qui va présenter les U17. Vas-y Sylvain, on t'écoute. Ouais, donc ils sont leaders de leur poule. Ils ont gagné ce week-end contre leurs voisins d'Andrézieux. 1-0. Pour faire rapide, c'est une équipe qui tourne beaucoup en termes d'effectifs. Il y a beaucoup, beaucoup de surclassement. Il y a beaucoup de 2006 qui jouent. Donc, c'est la génération normalement 2005 qui est censée jouer avec les U17 nationaux. Donc les 2006 qui Aujourd'hui, sont nés l'année du coup de boule de Zidane. exactement, tout à fait. Tout à fait. Et Ça. donc pour la faire courte, c'est une équipe qui change beaucoup de week-end en week-end.
Voilà, on faisait justement, on en discutait avec Eric dans la journée, là, on se disait que sur les 10 matchs qu'ils ont joués, ils ont eu 6 avant-centres différents, par exemple, dans Ah l'équipe. oui. Ils ont utilisé, j'ai calculé l'autre jour, 28 joueurs différents en 10 journées. Donc, Le coach du donc c'est vrai que, 17 s'inspire de Puel. écoute, je sais pas. En tout cas, il y a une grosse revue d'effectifs qui est faite, autant sur les 2005 que sur les 2006. Il y a beaucoup de 2006 qui intègrent et qui sont d'ailleurs intéressants. Voilà. J'en profite justement d'avoir Jordan pour lui poser cette question par rapport au surclassement et par rapport au changement d'effectifs réguliers. Est-ce que c'est pas un frein en termes de production et en termes d'animation pour avoir quelque chose de toujours très cohérent? Parce que je trouve que cette équipe, elle gagne souvent, mais en termes de production, de projet, j'ai souvent du mal à comprendre ce qu'ils veulent vraiment faire. Pour les U17, Oui, pour qu'il y ait surclassement, il faut que l'éducateur de la catégorie du dessus en ait les besoins. Moi, je suis pas un fervent supporter des surclassements à outrance. Je pense que déjà un joueur devrait avoir la capacité à devenir un leader dans sa propre catégorie, voilà, dans sa propre catégorie d'âge. Ensuite, et seulement ensuite, s'il est au-dessus, alors oui, il faut le confronter à la difficulté du niveau supérieur. Peut-être que la SS fonctionne comme ça sur ces catégories de jeunes, je ne sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, nous, à Ajaccio, on fonctionne comme ça. D'abord, on veut faire émerger des leaders dans leur catégorie d'âge pour ensuite aller dans la difficulté. Enfin, c'est relatif à ce que je dis, mais dans la difficulté du niveau. d'accord. D'accord. Et justement, tu parles d'être formé dans la difficulté. Justement, est-ce que pour toi, il vaut... alors là, tu viens de nous dire que par rapport au surclassement, c'était pas forcément une bonne idée parce que ça pouvait, entre guillemets, les cramer un peu trop vite. Mais est-ce que tu vois, par exemple, les joueurs qu'on a là dans l'équipe première actuellement à Saint-Etienne, où il y a beaucoup de jeunes joueurs, est-ce que tu penses que ça leur fait une formation accélérée de se retrouver dans une équipe qui joue le maintien en Ligue 1, ou est-ce qu'au contraire ils auraient plus de facilité à se développer en ayant peut-être moins de temps de jeu, en étant peut-être moins présent, mais en étant dans des conditions d'un club plus serein entre guillemets? Bah, c'est extrêmement compliqué comme question. J'avoue que je suis Déjà parti un la peu dans un tunnel là. C'est pour ça qu'on te la pose. Ouais, ouais, c'est chaud. Déjà la dimension du club est un élément qu'il faut prendre en compte. Enfin, en tout cas, moi, je prends en tant que supporter et avec un œil extérieur, je pense que quand tu es un jeune joueur de l'ASS, tu es formé au centre de formation et tu dois jouer devant 40 000 personnes avec l'ambiance qu'on connaît dans le chaudron, mais que ça tourne pas, que ça tourne pas en ta faveur sur les 5-6 premiers matchs. Je pense qu'après, si tu as un succès dans cette expérience-là, je pense que tu peux aller jouer partout. Ouais. Je pense que tu peux aller jouer partout. Par contre, le petit, enfin, la problématique qui peut se poser, c'est quand il y en a plusieurs dans l'effectif. Et je pense que, bon, je regarde pas tous les matchs de la SS pour être très honnête, mais peut-être qu'il y en a un peu trop qui jouent dans l'équipe professionnelle en ce moment. Mais est-ce que la SSE peut faire autrement? Je ne sais Ça, pas. est-ce qu'on a le choix? Voilà, est-ce que la SSE peut faire autrement? Il y a aussi on va dire la conjoncture financière, structurelle qui entre en compte à ce moment-là aussi, et le projet de l'entraîneur en place, qui a très bien expliqué d'ailleurs, hein, et qui s'en cache pas, c'est tout à son honneur. Mais est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je sais pas, on verra Bah, dans quelques mois, dans quelques années. Tu disais un truc intéressant, Moi. c'est que si jamais l'opération maintien et la mission difficile qu'il leur est proposée est couronnée de succès, ils pourront aller partout, ce sera une super formation. Mais est-ce que dans le cas inverse, si jamais la saison se soldait par un échec des objectifs, donc se maintenir, est-ce qu'au contraire ça pourrait être déterminant dans le mauvais sens? Est-ce que ça pourrait en griller certains qui auraient eu la capacité d'avoir une carrière intéressante et qui vont se retrouver au fond du trou à cause de ça et qui arriveront pas à rebondir? Tu penses que c'est un risque? Non, je pense pas que ce soit un risque individuellement pour les jeunes, Ok. parce que ils joueront je le souhaite évidemment pas, en Ligue 2.
si jamais le club devait être relégué, joueraient en Ligue 2 ces jeunes-là. Et ce serait aussi une manière de, entre guillemets, de reconstruire et de faire une remontée avec des jeunes, peut-être. Euh, Ce serait plus dramatique pour le club que pour les jeunes. En tout cas pour moi. Ouais, ok. J'ai Pour vu qu'il y avait des questions un jeune, dans le ça chat, va. Kevin. Oui, alors c'est une question qui est de Nico Saint-Paul, l'habitué qui est là, qui nous dit est-ce qu'il y a une continuité de projets de jeux mis en place à partir des U14 jusqu'à U19 ou est-ce que les projets de jeux sont spécifiques à chaque catégorie? Tiens, mais on va laisser Je- Eric nous répondre là-dessus. À Saint-Étienne, Oui, je pense pour que Ouais. plus spécifiquement, c'est à Saint-Étienne. oui, enfin, alors, le projet de jeu, enfin, d'une manière générale, c'est surtout de développer les joueurs individuellement. Surtout, comme le disait Sylvain, en général, dans les catégories de jeunes, les effectifs changent énormément. C'est des joueurs qui peuvent être amenés à passer des U17 au U19 à la N3. Donc pour suivre un schéma particulier, pour suivre un plan tactique, c'est quand même relativement compliqué. Après, nul doute que Claude Puel a voulu mettre en place un projet. Vu comment il est axé sur l'importance de la formation, nul doute qu'il a voulu mettre en place un projet. Après, voilà, c'est avant tout du développement individuel des joueurs. Voilà, qu'ils aient la tête dans le bon sens, qui progressent sur des bases techniques, tactiques et physiques. Après, le reste, ça vient surtout en réserve et quand ils vont arriver en équipe première, là où ce sera très important. Et l'avantage quand on entraîne des jeunes joueurs, si on les entraîne de manière à les rendre malléables et facilement adaptables, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut après quand ils deviennent plus âgés et quand ils passent dans les catégories au-dessus. Bah, c'est une des forces de la formation à la française. D'ailleurs, on sait que les joueurs français s'exportent très bien. On est la deuxième nation après le Brésil, je crois, à exporter le plus de joueurs. Et Sylvain, du coup, là, après avoir fait une petite revue d'effectifs des équipes de jeunes, on sait que pendant longtemps, le centre de formation de la S Saint-Etienne a été loué. Ça a été plus compliqué dans les années 2010. Est-ce que là, avec les bons résultats de cette année, tu penses... Est-ce que tu es satisfait, toi qui suis la formation au quotidien, de ce qui se fait ou est-ce que tu aurais des choses à redire globalement? Est-ce que tu trouves que le travail est de bonne qualité dans ce centre? Alors, c'est difficile de dire s'il est de bonne qualité ou non, mais une chose est sûre, c'est qu'on a avec Claude Puel quelqu'un qui fait extrêmement confiance aux jeunes. Donc, qui va valoriser ton centre de formation, donc qui va exposer tes jeunes et donc qui va faire prendre de la valeur à ton centre de formation quoi qu'il arrive. Moi, je pense que pour rebondir au sujet du développement dans des situations difficiles et peut-être de l'excès de jeunes en équipe première, moi, je pense que certains jeunes ont commencé dans le monde professionnel en n'étant pas forcément prêts non pas mentalement, mais dans leur capacité et leurs compétences pures. Donc, c'est vrai que ça peut compliquer les choses. Maintenant, si on parle vraiment en travail pur, parce que je crois que c'était ta question, en travail pur de ce qui se passe à la Ouais. formation, euh, il y a beaucoup de choses qui sont effectuées. On a des jeunes qui grandissent, on a des résultats qui sont satisfaisants. En termes de production, on peut toujours faire mieux. C'est une évidence. De toute façon, on peut jamais se dire que ce qu'on fait, c'est parfait. Maintenant, moi, je pense que dans les années à venir, on va avoir des joueurs qui vont aller titiller le monde professionnel et qui vont nourrir cette équipe première. Et de toute façon, dans la conjoncture actuelle et avec les exigences financières que le football nous inflige actuellement, le centre de formation doit devenir la clé d'un club qui n'a pas un mécène à sa Ouais. tête. Voilà. Donc, Pour l'instant. pour l'instant, oui. Je pense que, mais même au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de grands clubs qui se sont construits à l'aide de leur centre de formation. Barcelone, on en parle souvent, à l'aide de la Masia, s'est construit aussi et a rayonné grâce à son centre de formation. L'Ajax Euh, d'Amsterdam. la James d'Amsterdam, on peut aussi Plus à un moment récemment, l'Atalanta. donné, même si c'est voilà, même si c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, il faut pas non plus oublier que nos voisins lyonnais, ils ont fait un travail colossal à la formation et c'est ce qui leur a permis d'exister au plus haut niveau européen pendant des années. C'est Voilà. vrai. Maintenant, moi je pense que ça passera par là. Alors tout n'est pas bien fait, mais je pense qu'on est meilleur qu'on l'était dans les années 2010 où on avait quand même moins de joueurs qui sortaient. Ok. Donc ça va dans le bon sens, quoi, globalement. C'est mon avis en tout cas. Ouais.
Et ça se voit dans les résultats. Au niveau de la liaison, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, entre le centre de formation et le monde pro, qu'est-ce qui pourrait être fait pour faciliter un petit peu l'accès entre les deux? Est-ce qu'il y aurait des choses à faire en plus qui permettraient d'avoir une incorporation des jeunes plus facile à l'effectif? Est-ce que par exemple, Jordan, toi tu penses que le fait qu'on manque un petit peu de cadre dans l'effectif actuellement, est-ce que tu penses que ça peut être un frein justement à l'éclosion des jeunes, ou est-ce que au contraire le fait de se retrouver avec des gens plutôt de son âge, tout ça, ça peut souder un groupe plus rapidement? Non, je pense, enfin, je sais pas oui ou non d'ailleurs. Oui. Je pense qu'il faut essayer de mélanger les générations. On peut le voir sur certaines équipes de Ligue 1, voire de Ligue 2. Je pense qu'une équipe trop jeune, ça peut être très vite compliqué et dangereux. Mais je pense aussi qu'une équipe trop expérimentée, ça peut être dangereux aussi. Voilà, faire un mélange des générations, parce que les deux générations vont cohabiter, vont interagir et vont se tirer l'une vers l'autre. On a le professionnalisme et l'expérience avec, entre guillemets, les anciens, et on a l'insouciance et la fougue avec les jeunes. Euh, c'est un peu, c'est un peu sectaire ou communautariste de dire ça, mais je suis pas certain qu'un groupe de 18 ou 19 jeunes entre 18 et 22 ans soit la meilleure stratégie pour atteindre le haut niveau, enfin le haut de tableau. Et à l'inverse, voilà, un groupe de joueurs trentenaires, ce n'est pas non plus la meilleure solution. Mais ce n'est qu'un avis, hein. Je dis pas que c'est la meilleure des choses à faire. Mais alors, du coup, tu parles d'équilibre. Je m'y attendais un peu. Comment on jauge un petit peu cet équilibre? Comment, en tant que coach, quand tu construis ton effectif, quand tu construis ton groupe, comment tu fais pour savoir quel est ce bon équilibre et à qui faire confiance, à qui donner des responsabilités en tant que joueur et qui peuvent servir de relais? Comment ça se trouve, cet équilibre? C'est uniquement grâce au management? Parce qu'en amont, il faut faire un bon état des lieux de ton effectif, mettre toujours l'institution au-dessus de n'importe quel joueur, Ouais. qu'il soit un ancien légendaire, la petite pépite du centre de formation ou autre. La chose la plus importante, c'est l'institution. Voilà. Donc ça, il faut le respecter. Et puis après, tu peux avoir des jeunes, bon, je prends l'extrême, mais tu peux avoir un mec comme Mbappé qu'à un moment donné, qui a 19-20 ans et qui est un leader sur le terrain, mais il le sera peut-être un peu moins dans le vestiaire. Et puis un mec comme Loïc Perrin, qui avait son aura et son charisme, et qui démontrait aussi sur le terrain qu'il était un leader. Et ça se voit, tu le sens. Après, c'est les entretiens, c'est les relations humaines, et tout ton état des lieux que tu auras effectué avant d'arriver dans un effectif. Maintenant, moi je dis ça, c'est facile, hein, j'en ai jamais construit un pour la Ligue 1 ou pour la Ligue 2. Mais même avec les jeunes, on sent déjà des caractères et des comportements qui peuvent nous emmener vers cette réflexion-là. Bah, c'est finalement Oh. un miroir, hein, globalement. D'ailleurs, Et du coup- j'avais une Ah, question à te poser, Jordan, par rapport à ça. On en discutait avec Sylvain tout à l'heure de la réserve de Saint-Étienne il y a quelques années qui était un peu en difficulté quand elle est redescendue en N3 par l'absence de cadre. Parce qu'en fait, la philosophie du centre de formation à Saint-Étienne, on en parlait tout à l'heure, c'est de faire monter les jeunes le plus vite possible pour les adapter au niveau supérieur encore plus vite. Est-ce que à Ajaccio, justement, vous tablez un peu plus sur le fait de créer une harmonie avec des cadres, avec des anciens? Quand je dis des anciens, c'est des joueurs de plus de 20, 21 ans dans une équipe, ou est-ce que vous essayez de miser au maximum sur les jeunes? Parce que nous, on est à la croisée des chemins de notre projet de formation. On a eu sur les dernières années, je parle pour l'équipe réserve, une équipe réserve, comme on dit, un peu vieille. Donc avec pas mal de seniors et peu de U19 ou U18 et pratiquement pas de U17. On a le centre de formation et les dirigeants ont décidé d'avoir une autre vision et de faire un peu comme la Saint-Étienne au final et d'autres clubs. Alors on essaye de mélanger, comme tu dis, les anciens. C'est en ce sens que l'équipe réserve est composée de 6 ou 7 seniors et le reste ce sont des U19 ou des U18, voire les 2 ou 3 meilleurs U17.
Donc c'est quand même une petite révolution qu'on est en train de faire au centre de formation. C'est pas facile. C'est pas facile parce que les résultats sont pas forcément à la hauteur de nos attentes. Il faut bien réfléchir sur qui on recrute en tant que senior. Et l'élément qui doit être pris en compte pour nous, c'est l'aspect financier parce que les joueurs seniors, il faut quand même les rémunérer ou leur trouver un emploi ou quelque chose. Donc c'est pas si facile que ça en tout cas dans notre situation à nous. Quand tu parles de joueurs seniors, c'est des joueurs qui ont à peu près quel âge? Bon, alors pour nous, les seniors, c'est les joueurs qui sont stagiaires 2, donc qui ont 19, 20 ou 21 ans, Ok, voire plus. Mais ok. C'était ma question. Ouais, c'est en fait, c'est ceux qui, ceux c'est qui ceux ne qui peuvent plus passent. jouer en 19 nationaux, quoi. Voilà, exactement, c'est ça. Pour nous, c'est les seniors. Donc là, c'est la génération 2002 qui est passée 2002, senior, je crois. exactement. 2002, à partir des 2002, ouais. Voilà, c'est ça. Alors, Ok. messieurs, Et juste, si je ouais. peux rebondir, je sais que, enfin, j'ai cru comprendre que tu avais un rôle pour essayer aussi, toi, d'aider à intégrer les jeunes au monde professionnel dans ton rôle actuellement à Ajaccio. Euh, par quelle mission les joueurs vont pouvoir bénéficier de tes, non pas de ton aide, parce que tu vas pas les privilégier, mais je veux dire, quelles vont être tes missions par rapport à ça? Comment tu vas faire? Déjà, ce qu'il faut savoir en amont, c'est que moi, j'ai commencé avec les U17, les U19, et là, on arrive avec des générations de joueurs en professionnel que j'ai connus au centre de formation. Mhm. Donc, la stratégie du club, quand ils m'ont proposé le poste, c'était de se dire, on va, on va installer, on va mettre un formateur dans le staff professionnel pour qu'il y ait une passerelle beaucoup plus facile et plus qualitative entre les jeunes et les professionnels. On est un petit club. On est 4 dans le staff professionnel, donc c'est pas beaucoup. Euh, du coup, on se répartit les tâches. Et moi, mes missions, c'est d'aller observer les jeunes sur les matchs, sur les entraînements, de faire de la formation d'éducateurs aussi, et de piloter le projet technique au centre de formation, tout ce qui concerne la méthodologie. Je suis aussi en étroite collaboration avec le directeur du centre de formation et le directeur sportif. Voilà, on est 3 personnes à essayer de piloter ce projet-là afin de faire émerger on appelle talent pour ensuite intégrer l'équipe professionnelle. Voilà, donc Oh. j'ai un suivi quasi individuel avec les joueurs qui montent dans le groupe professionnel. Je vais voir pratiquement tous les matchs de jeunes quand je suis pas sur les matchs de Ligue 2. Par exemple, demain après-midi, je vais sur la séance des U19. Le mercredi après-midi, je vais sur la séance des U17. Donc voilà, mon rôle, c'est d'avoir cette vision un peu globale de tous les jeunes pour donner de bonnes informations au coach. D'accord, Je vous d'accord. propose qu'on passe à la Et suite. sinon, sur le staff. Il me semble, Sylvain, qu'il y avait une question qui te tenait à cœur. C'est sur les idées d'innovation qui peut y avoir dans le monde de la formation. Est-ce que tu as envie de parler de ça? Est-ce que tu trouves que nos centres de formation manquent d'idées pour développer justement ces jeunes footballeurs? Je sais pas si nos centres de formation manquent d'idées, mais je pense que nos centres de formation pourraient avoir encore des idées plus novatrices. Elles commencent à en avoir. Je pense notamment, par exemple, je crois que de plus en plus dans les centres de formation, on intègre des séances de futsal, on intègre des séances un peu interdisciplinaires sur d'autres activités physiques et sportives pour aller chercher des choses, d'autres activités. Voilà, moi la question que j'avais aussi, c'était surtout parce qu'on en profite avec Eric, on échange beaucoup nous entre nous, donc on veut surtout avoir un peu l'avis de Jordan par rapport à tout ça. Mais est-ce que aujourd'hui, les centres de formation ne sont pas un peu réfractaires à ces changements et s'enferment un peu dans des choses qui sont confortables et qui marchent depuis plusieurs années, mais n'ont pas envie d'essayer de nouvelles pratiques? Bah écoute, si tu connais des personnes qui ont la bonne recette, j'aimerais que tu me mettes en contact avec eux. Ah, Parce que je ne les connais rester, malheureusement pas. non, parce que rester dans des recettes qui marchent, je sais pas. Il n'en reste pas moins que oui, on doit s'ouvrir, oui, on doit regarder ce qui se fait ailleurs, oui, on doit être en capacité de proposer autre chose que de la pratique footballistique. En tout cas,
c'est une conviction personnelle, aux jeunes en centre de formation, ne serait-ce que pour qu'il s'ouvre et qu'il se questionne sur sa pratique. Mais en ce moment, ce qui se développe beaucoup, en tout cas on en entend parler, c'est tout ce qui concerne la performance individuelle du joueur, que ce soit la nutrition, que ce soit la récupération avec le sommeil, euh, ou que ce soit les neurosciences. Voilà, il y a plein de domaines qui commencent à émerger autour de la structure du joueur en formation qui sont hyper intéressantes, qu'il faut aller chercher, il faut se renseigner. Ça a des coûts, mais je pense que nous, formateurs, on y gagnerait à mettre en place pas mal de structures autour du joueur. L'environnement aussi, maintenant, vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a beaucoup d'agents, beaucoup de pseudo-agents, beaucoup de Ouais. vidéos, les réseaux Les sociaux, tout ça. réseaux sociaux, ouais, c'est Ça, clair. ça doit être Donc, dur à il y gérer, a pas, ouais, il y a justement, pas mal. l'entourage et la vie Oui, publique. oui, c'est pas si facile que ça. Nous, on a la chance à Ajaccio d'être un peu protégé de tout ça, on va dire. Euh, Après, le jeune, il a son parcours, il a son projet individuel et il faut faire en sorte que son projet individuel soit dans le projet collectif. Quand tu dis on est un peu épargné de tout ça à Ajaccio par rapport à la localisation du club, par rapport à la situation du club en Ligue 2, c'est c'est quoi qui vous met un peu à l'abri de ce genre Ouais, de problème? c'est vrai que j'ai pas été très bon dans mon explication. Je pense que c'est l'environnement. Et quand je dis environnement, je parle de la région Corse et de tout ce qu'elle peut représenter, et notamment au niveau des valeurs. Ouais. Voilà, c'est quand même une région à forte identité, qui est très culturelle, et on est quand même protégé sur le plan humain, les relations avec les parents, les relations avec les agents, c'est quand même, je trouve, assez respectueux, en tout cas chez nous. Messieurs, on va faire un petit point sur des individualités pardon, du centre de formation. Maintenant, on va commencer, si ça vous va, avec un joueur qui est de 2006. On va passer une petite dizaine de minutes, on va voir le cas de 4 joueurs en particulier. Notez bien ces noms-là, c'est des noms que vous pourrez peut-être revoir dans les années qui viennent. Kevin Pedro, qui est un 2006, est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus, messieurs? Je ne sais pas si Eric ou Sylvain se sent le plus à l'aise sur lui. Je vais parler plutôt de Kevin Pedro. Donc en fait, Kevin Pedro, c'est un défenseur central qui a été recruté dans la région parisienne. Donc il est sur sa première année au centre de formation. Il est arrivé cette année puisque c'est un 2006. Donc il est U16. Voilà, c'est un défenseur central qui évolue depuis le début de saison en U17 nationaux, qui a effectué tous les matchs en U17 nationaux, donc qui est surclassé systématiquement, et qui est sélectionné en équipe de France U16. Juste pour faire un petit tableau rapide de lui, c'est un joueur, donc là on le voit en photo, c'est un joueur qui est doté d'une relance exceptionnelle, qui joue plutôt axe gauche, mais qui est droitier. Il est Ok. doté d'une relance vraiment intéressante, que ce soit court ou long, il est vraiment très intéressant. Il est très fort dans le domaine aérien, il est plutôt rapide, franchement, il est très complet, moi, je trouve. Et bon, ça fait quelques années que je suis quand même les matchs de jeunes et j'ai quand même rarement été un- comment dire, Impressionné? autant ouais, impressionné ou surpris par la précocité d'un joueur. Alors La peut-être précocité que technique, du coup, en la particulier. précocité générale, même générale en termes d'attitude, c'est un leader alors qu'il est avec des mecs qui, pour la majorité, ont un an de plus que lui. Il est exemplaire dans le comportement, dans le travail. Franchement, j'ai que des retours positifs le concernant. Donc c'est vrai que c'est un joueur que j'ai hâte de voir évoluer au fur et à mesure des saisons pour voir jusqu'à où il est capable d'aller. Voilà, Tu penses qu'il peut. Parce que là, actuellement, du coup, il évolue avec les U17, c'est ça? c'est ça. Et tu penses qu'il va gravir les échelons assez rapidement? En tout cas, je lui souhaite. C'est impossible à dire pour le moment d'un joueur de 16 ans qui va Bien sûr. gravir les échelons. En tout cas, je lui souhaite. En termes de qualité, il a des réelles qualités pour moi. Maintenant, le travail, la chance, il faudra pas qu'il y ait de blessures, il faudra pas qu'il y ait de... Il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de mire. Mais en tout cas, c'est un profil très intéressant. Il y a Tommy dans le chat qui demande si on peut, en termes de profil, plus le comparer à Kurt Zouma ou à William Saliba. J'imagine plutôt William Saliba, d'après ce que tu nous as dit. Voilà, ouais. Plutôt William Saliba, c'est un joueur
C'est un joueur très élégant. Non pas que Zuma n'était pas élégant, mais disons que Zuma était plus un joueur plus puissant, plus... Lui, il n'est pas forcément plus puissant que les autres, même s'il est puissant pour son âge, mais il n'est pas forcément en très grande avance physique. Oui, ce qui était le cas de Donc Zuma, voilà, qui était une bête exactement, incroyable. exactement, exactement. Allez, on va passer à un deuxième joueur du coup. On va parler de Raouf Guéchi. Est-ce que Eric, tu veux nous en dire un peu plus sur lui? Alors ça va être Sylvain qui va en parler. Il C'est va Sylvain finir à nouveau. avec Eh les ben deux écoute autres, Sylvain, on ouais. est tout oui. Rauf Guéchi, donc lui, c'est un 2005, un U17. C'est un joueur qui fait un début de saison extrêmement intéressant, qui n'a pas forcément brillé la saison dernière, mais qui fait un début de saison extrêmement intéressant. Donc c'est un joueur offensif qui peut jouer à la fois ailier, 10 ou même en poste de numéro 9. Il n'est pas encore vraiment fixé sur un poste et je trouve ça plutôt bien qu'il puisse évoluer dans les différents registres parce que ça permet d'élargir sa palette. Puis ça montre qu'il est polyvalent. En plus, c'est un joueur avec une technique très très intéressante, avec une finition très très intéressante. Après, il doit encore se remplir physiquement, notamment. Il n'est pas forcément extrêmement rapide, en tout cas sans ballon. Avec ballon, il est très intéressant. Maintenant, voilà, je voulais en parler parce que c'est un joueur qui marque beaucoup de buts, que ce soit en 17 et même en 19, quand il est surclassé, il marque régulièrement. Il avait même fait un match amical avec la nationale, donc la réserve, et il avait marqué. Donc pour un 2005, c'est quand même intéressant. Après, je pense que c'est encore un joueur qui doit se remplir physiquement. Musculairement, je le trouve encore un peu frêle, mais c'est ce qui fait aussi peut-être ses différentes qualités de dribbleur et de percussion. Ouais. Ok. Alors, Raouf Guéchi, je rappelle son nom, donc il est de 2005. Juste avant, on parlait de Kevin Pedro de 2006. Et on va parler maintenant de Youssef N'Joya. Alors, j'affiche une photo. Alors, qui veut se lancer sur Youssef N'Joya? Voilà, ce sera moi, je vais faire les deux joueurs suivants. Youssef N'Joya, donc c'est un profil offensif qui a tendance quand même plus à jouer ailier ou numéro 10. Avec la réserve, il jouait surtout ailier la saison dernière, parce que déjà la saison dernière, à peine 17 ans, il faisait déjà des apparitions en N3, il a déjà été décisif en N3. Cette saison, il était appelé à faire la même chose. Il a joué pour l'instant uniquement en 19 et il est absent depuis plusieurs semaines. Euh, donc Une voilà, il va blessure? revenir petit à petit, je pense. Et je ne sais pas, il est absent depuis plusieurs semaines, mais je serai incapable de vous dire pourquoi. Ok. Probablement une blessure, oui. Donc c'est un joueur qui est très intelligent, qui est très vif sur ses premiers appuis. Euh, c'est un joueur, oui, qui est très rapide et qui a un profil de percussion comme on a l'habitude d'en voir, mais en étant, voilà, plus intelligent que certains joueurs qu'on a pu voir jusqu'ici. C'est un joueur aussi qui est très en avance parce que déjà, voilà, c'est seulement un 2004 et il a déjà fait plusieurs apparitions en N3. C'est un joueur qui, en plus d'être intelligent, est plutôt collectif. Voilà, il va pas se perdre dans ses dribbles, il va pas foncer tête baissée. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et justement les dernières saisons on a trop peu vu en réserve. Voilà, donc faut savoir qu'à chaque fois qu'il joue en U19, il survole. Enfin là, cet après-midi, je regardais à nouveau le match contre Colomiers, où il a mis un but magnifique. Il est rentré durant le match, et il a dribblé plusieurs défenseurs et il a marqué. Donc voilà, la catégorie 19, elle est déjà très facile pour lui. Ok. Donc c'est un joueur qui va être amené à jouer assez souvent en réserve dans les mois qui vont suivre. Ok, et on va terminer du coup avec un quatrième jeune qui est lui de 2005 et qui a marqué ce week-end du coup avec les U19 pour la victoire face à Toulouse. Il s'agit de Ayman Aiki. Alors, et Aiki, c'est un 2005 qui fait également des apparitions en National 3. Enfin, il a même été titularisé. C'est un joueur qui est très très collectif.
qui a marqué ce week-end, mais qui depuis le début de saison fait énormément de passes décisives. C'est encore une fois un joueur très intelligent, qui peut jouer un peu partout en attaque, même si on le voit souvent sur un poste d'ailier. Euh, il est déjà très costaud. Enfin, j'avais fait la remarque à Sylvain en début de saison par rapport à la saison dernière. C'est un joueur qui a beaucoup grandi, qui a beaucoup pris physiquement. Il en perd pas pour autant en agilité et en vitesse. Voilà, c'est un joueur qui est très incisif, qui a une bonne qualité d'appel, qui est très intelligent. Quand il cible beaucoup, quand il reçoit la balle, on sait ce qu'il va, enfin, il sait déjà ce qu'il va en faire, donc forcément, il est en avance sur les autres. Voilà, il est seulement c'est seulement un 2005 et il est déjà très à l'aise, que ce soit en réserve, en U19. Donc oui, c'est pareil, à l'instar de Njoya, c'est un joueur qu'on va voir de plus en plus souvent en réserve et Peut-être pourquoi même pas plus. dans le groupe pro. Peut-être même plus, ouais. Ouais, pourquoi pas Ouais, dans le ouais. groupe pro assez vite. Il Alors a justement vraiment. là, sur les 4 joueurs qu'on vient d'évoquer, Kevin Pedro, Raouf Guéchi, Youssef Njoya et Eman Aiki, du coup c'est Eman Aiki que vous voyez être le plus probable à intégrer le groupe pro? À court terme, je pense que oui, ça sera celui qui est le plus probable d'intégrer le groupe pro. Et il a vraiment des aptitudes, je pense, pour aller au haut niveau. Après, il a 17 ans. Il commence Ça reste seulement jeune. voilà, il commence seulement à jouer avec la Nationale 3. Comme disait Jordan, il n'y a pas longtemps, c'est difficile de jouer en National 3 et voilà, il faut d'abord qu'il prenne le temps de jouer en National 3, mais c'est un joueur qui est très 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 intéressant et que je pense que on entendra parler assurément dans les mois, années à venir. Alors je vois qu'on a une question très précise dans le chat, Kevin, qu'on va poser à nos amis de Green Prospect, et puis après on reviendra vers toi, Jordan. Ouais, il y a une question de Abo de Santé qui nous demande, qui demande à Sylvain et Eric ce que donne le repositionnement de Darling Blady, alors j'espère que je l'ai pas écorché, en latéral avec les 19. Ça tombe bien parce qu'on en parlait cet après-midi. Je te Ouais, laisse c'est le dire, vrai. Eric. Ça sentait la Ouais. question piège, mais au final on a du répondant, parfait. Pas du tout, pas du tout. Tu veux que j'en parle, Sylvain? Je peux y aller comme tu veux. Darling Blady, en fait, pour resituer, c'est un joueur qui est donc 2004, qui est dans sa troisième année de formation, qui a été recruté comme ailier gauche, milieu gauche excentré, voilà, qui est un pur gaucher et qui a été replacé depuis la fin de saison dernière en tant que latéral gauche. Il a eu des débuts qui pouvaient être un petit peu difficiles parce que défensivement, il avait certaines lacunes et il pouvait avoir aussi des lacunes en termes de positionnement et en termes d'alignement défensif. Maintenant, c'est vrai que je crois qu'on échangeait sur le sujet avec Eric. C'est vrai que ça peut potentiellement être un joueur qui va, dans les semaines, mois à venir, intégrer le groupe réserve dans ce poste de latéral gauche parce que c'est de plus en plus intéressant ce qu'il produit. Et puis, je pense que c'est le poste où il pourra le mieux s'exprimer à terme. Et puis sur les dernières saisons, enfin, c'est quelque chose qui est fait assez souvent de repositionner un ailier en tant que latéral. Ça a été fait avec Lucas Kalouda, ça a été fait avec Nzuzi. Euh, Exact. euh, enfin, Darling Blady, c'est quand même celui qui s'en sort le mieux. Ouais. Justement, quand on en parlait cet après-midi avec Sylvain, je faisais la remarque que bah, défensivement, il avait énormément progressé. C'est quand même avant tout ce qu'on demande à un défenseur, parce que sur les qualités d'attaquant et de contre-attaquant, parce que c'est un joueur qui est très rapide, on n'avait aucun doute. Enfin, quand l'équipe a la balle, on n'avait aucun doute de ses qualités et de son apport pour l'équipe. En revanche, et c'est ce qui a fait défaut à Kaloda surtout, le poste de défenseur demande une certaine rigueur. Pour les ailiers qui sont repositionnés, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, juste pour conclure sur le sujet, euh, le papa de Jordan avait replacé Fawzi Goulam, qui était Tout à fait. un ailier gauche de métier et qui est devenu un excellent latéral gauche
Euh, voilà, un excellent latéral Mais gauche. il l'avait pas fait qu'une fois, il l'avait fait aussi avec Franck Tabanou, qui était ailier gauche et Exact. qui l'avait replacé arrière gauche. Bon, qui a pas eu une suite de carrière extraordinaire, mais il avait fait une très très bonne saison en tant que latéral gauche. Avec Loïc, il me semble qu'il a fait reculer même Avec Loïc Perrin de aussi, tout à milieu fait. Défenseur central, oui. défenseur central, ouais. Je pense qu'il a Exact. redonné. Enfin, je Et pense ben que c'était bien pour justement, lui. ça me permet de revenir vers toi, Jordan, de la période où Christophe était à Saint-Étienne. Est-ce que tu retiens un match en particulier? Est-ce que toi, personnellement, il y a un match qui t'a marqué plus que les autres? Je dirais pas un, je dirais deux ou trois. Ouais, vas-y. Il y a évidemment la finale de Coupe de la Ligue. Je crois que c'est 2013, je sais pas de bêtises. Oui, tout à fait. C'est ça. Il y a celui-ci. Voilà, j'y étais et c'était- enfin grâce aux supporters d'ailleurs, plus que le match en lui-même. Mais c'était un Bah, moment extraordinaire. le match en lui-même, c'est vrai que c'est pas le meilleur souvenir de football d'un point de vue purement amoureux du football que j'ai vu de ma vie. Même si c'était pas un mauvais match, bon, je me souviens du but de Brandao. Michael, et c'est c'était tout. exceptionnel. Souvenir biaisé. Et ce qui était incroyable, c'est que, enfin, en tout cas, chez moi, on n'avait pas l'impression que la finale pouvait échapper à Saint-Etienne ce jour-là. Ouais. Voilà, ça Un c'était peu le comme sentiment l'équipe qu'on de avait France là. en Mais bon. 2018, ce truc où Deschamps le dit avant le match, je sais déjà qu'on va le gagner, quoi. Ouais, ben, en tout cas, nous, on était un peu dans cet esprit-là, même si on respectait Rennes, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a eu en Ligue Europa, je crois que ça s'appelait comme ça à l'époque, maintenant ils inventent des noms, United qui est venu Ouais. à Geoffroy Guichard, et je crois qu'à l'aller, ils avaient perdu 3-0, Saint-Etienne. C'est ça. Mais c'était mal payé ce match-là, justement. Mais par contre, l'ambiance qu'il y avait eu au Chaudron, c'était extraordinaire. Et puis après J'avais fait avoir eu- l'aller-retour Bordeaux-Saint-Etienne, Saint-Etienne-Bordeaux dans la même journée, juste pour ce match. Ouais. C'est extraordinaire. Et puis après avoir eu Extraordinaire. les deux frères Révelli sur le terrain, on a eu quand même les deux frères Pogba sur le terrain. Et rien que pour ça, c'est une anecdote à noter dans le livre d'or de Saint-Etienne. J'avais l'impression que le stade il tremblait, quoi. Mais c'est vraiment, c'était pas une image, quoi. Enfin, c'était extraordinaire. C'est le chaudron qui boue, ça. Et puis, ouais, c'était le chaudron. Et pourtant, le match était quand même plié avant le début, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'était extraordinaire. Et il y a eu aussi, ça c'était plutôt un souvenir un peu négatif, ce fameux derby où, alors je sais plus lequel c'est à Saint-Étienne aussi. Et il marque à la dernière minute pour remporter le match, à la dernière seconde, je crois. Il y a la fameuse image où il y a, je crois que c'est Rémi Garde et mon père enfant qui a une tête de dépité. Je sais plus qui marque, je crois que c'est Brillant peut-être. Jimmy C'est Brillant, ouais. peut-être, je sais plus. Sur un Ah, centre de oui. Gourcuff, ouais, Je- c'est ça. je- Voilà, c'est ça. Et j'étais dans les tribunes. Donc, ouais, c'était autre chose. Et oui, il y a un super moment aussi, c'était le Saint-Étienne-Montpellier avec la neige. Ah, Ça, c'était- Ah oui. un de mes matchs J'étais- préférés j'ai- de ces 10 dernières Ouais. années, de très loin. J'étais en tribune avec un plaid. C'était extraordinaire. Tu as survécu donc au froid stéphanois contre Montpellier. Bien joué. Est-ce Ouais, mais ce match, il représentait bien l'ambiance qu'il y avait dans l'équipe et autour du club à ce moment-là. Ouais. quoi. Bah ouais, ces images avec Obama, Brandao, Brison et tous les autres qui sont en train de déblayer la pelouse avec un grand sourire, c'est des super souvenirs, ça c'est sûr, et c'est des super images. Est-ce que tu retiens un coup de coaching en particulier? Alors c'est des questions que je te pose sur le passage de ton père à Saint-Étienne, mais en même temps c'est une période qui nous a beaucoup marqué, ces 8 années passées au club. Je me souviens d'un match, maintenant, enfin, je me souviens d'un match sur le plan tactique, bah, pareil, un derby. C'est le fameux derby où il joue en 3-5-2 alors qu'il n'avait pas annoncé auparavant. Enfin, tout le monde pensait qu'il allait jouer, je pense, en 4-4-2. Il joue en 3-5-2 alors que l'OL joue en losange, en 4-4-2 losange, il me semble, cette Ça. année-là. Je crois qu'il y avait Tremoulinas en piston gauche, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça fait match nul ou victoire 2-1, je sais plus. Victoire 2-1. Voilà, c'était. Brandao Ouais, Erding. et je- Non, Erding. Voilà, bon, ouais, c'est Gradel. ça. Brandao Erding. Erding Gradel, celui-là. c'était. Erding Erding Gradel. Ouais. Mevlut. Ça, c'était un Verlan. sacré match parce que j'avais trouvé qu'il avait été plutôt maîtrisé ce match-là. Ok, et ben Ouais. écoutez messieurs, il est Pas vécu 22h. d'assez important. J'avais encore 2-3 questions, mais il est 22h.
On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup Jordan d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de te recroiser en Ligue 1, que ce soit avec Ajaccio ou avec un autre club. De m'avoir invité. C'était très bien. Continuez votre travail, c'était vraiment top. Eh ben, avec plaisir, merci à toi. Merci Sylvain, merci Eric, merci beaucoup pour votre expertise. C'est vrai qu'on a beau être fan des Verts, on ne suit pas forcément au quotidien les équipes de la formation stéphanoise. Donc ça fait du bien d'avoir de l'expertise et ça permet d'avoir aussi des noms en tête pour les années suivantes. Donc merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ouais, Et puis- merci pour l'émission en tout cas, parce que ça nous fait plaisir d'en parler. Eh ben, comme ça, tout le monde est content. Et merci Kevin, le chat était plus calme ce soir, semaine de trêve internationale oblige. Mais merci d'avoir été là avec nous, ta présence est Et oui, toujours un plaisir. quand on peut pas taper sur Nordin ou sur qui que ce soit, le chat est tout de suite beaucoup plus calme. Forcément. Merci beaucoup, messieurs, dames, et bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. La la